Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Bonjour à tous, eh bien, nous voilà de nouveau sur Radio Grand Lac, www.radiograndlac.com. Bonjour Luciana, qui est ma co-animatrice. Et donc, aujourd'hui, on va ouvrir donc un deuxième volet donc avec notre invité Bernard Jamin-Chuzet, qui était là la semaine dernière. Donc, il nous parle de sa grande passion, l'astronomie. Donc, on va faire peut-être un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis, on va attaquer sur le nouveau volet. Tout à fait. Voilà. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. tous. Oui. Bonjour à tous. Oui. Et bon appétit. On a fait un peu une description. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers ? Quels sont les différents objets ? C'était un espèce, je dirais, d'inventaire des objets qu'on connaît de l'univers. Mais disons que c'était une vue assez statique. Or, l'univers, on le verra aujourd'hui, on le verra aussi probablement dans une prochaine émission, l'univers est en fait fondamentalement dynamique. Et donc, la première chose que l'on va faire, c'est de parler de ce qu'on appelle le cycle de vie des étoiles. Les étoiles ne sont pas éternelles, elles naissent, elles vivent et elles meurent. D'accord ? Alors, à l'échelle humaine, on a l'impression qu'effectivement, les étoiles sont éternelles. C'est-à-dire que les étoiles qui ont la vie la plus courte, c'est 3 millions d'années. Ah ouais, donc, quand même. 3 millions d'années pour un humain, c'est l'éternité. Ah oui, d'accord, en effet. Absolument. Mais en fait, effectivement, il y a cette vie. Et donc, c'est assez intéressant de comprendre comment, justement, l'univers vit, pas simplement en prendre une photo statique. Je dirais, là, on va faire peut-être une vidéo et pas simplement une photo. Alors, les étoiles, on rappelle ce que c'est. En fait, ce sont des poussières et des gaz qui se sont accumulés. La gravitation rassemble cette masse un peu dispersée. Et au fur et à mesure que la masse augmente, la force est d'autant plus grande. Et donc, ça concentre encore beaucoup plus. Et on arrive à un moment donné à avoir une telle concentration que on peut démarrer. Alors là, je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas le nucléaire, pour pouvoir démarrer des réactions nucléaires. D'accord. Le solaire, c'est du nucléaire. Ah oui. Alors, ça veut dire quoi du nucléaire ? Alors, c'est du nucléaire qui n'est pas exactement celui qu'on utilise dans nos centrales. C'est un processus qui concerne le noyau de l'atome. En fait, dans une étoile, c'est l'hydrogène qui est un des corps les plus abondants dans l'univers. Hein. L'essentiel, à peu près, il y a 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Bon, après, il y a bien sûr d'autres corps, mais essentiellement, la création de l'univers, dont on parlera ici, contient de l'hydrogène. Et quand on compresse suffisamment fortement, c'est-à-dire qu'on a une masse telle que la gravité arrive à avoir une température et une pression suffisantes, on amorce ce qu'on appelle les réactions de fusion. Fusion, typiquement, ça veut dire que vous avez deux atomes d'hydrogène qui contiennent chacune un proton, qui se mettent ensemble, et avec deux protons, c'est de l'hélium. Donc la réaction de fusion, c'est cette réaction qui est assez simple, qui est la réaction principale dans les étoiles, et c'est ce qui va donner l'énergie à l'étoile. D'accord ? Donc en fait, une étoile, si vous voulez, si on veut donner une définition assez simple, c'est essentiellement une grosse masse d'hydrogène et d'hélium, plus d'autres corps, qui atteignent une masse telle qu'on peut enclencher ces réactions, et donc ça va produire de l'énergie. Et qu'est-ce qui les fait tenir dans le ciel ? Pourquoi elles ne tombent pas ? Alors, elles ne tombent pas, si vous voulez, s'il y a un mouvement, c'est parce que, typiquement, il y a un autre corps qui attire celui-là. D'accord ? Oui, je vais rappeler ça, tu as raison, merci Claudine. C'est de dire, si vous voulez, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, elle est en orbite, et fondamentalement, si vous voulez, c'est exactement le même principe que lorsque vous avez une pierre dans une fronde que vous faites tourner autour de vous. Ah. La fronde sert à faire le rappel vers votre main. C'est la force qui empêche la pierre de partir au loin, et la pierre, elle part dès que vous lâchez la fronde. D'accord ? Et qu'est-ce qui fait que la sonde va vers l'extérieur ? Eh bien, c'est la force centrifuge. Et donc, en fait, quand vous êtes en orbite, c'est que vous avez un équilibre entre la force de gravitation produite par le Soleil, qui attire la planète, ou un astéroïde, ou n'importe quoi d'autre, et puis, vu qu'on tourne autour,
la force, effectivement, centrifuge. D'accord. Donc, quand des astronomes sont, par exemple, dans la station internationale, ils sont en apesanteur. C'est pas qu'il n'y a plus de pesanteur. Ça veut dire que simplement, effectivement, comme ces deux forces s'équilibrent parfaitement, ils flottent, effectivement, dans le vaisseau spatial. Ouais, c'est Et marrant, donc, d'ailleurs. par rapport à ce que tu disais, donc l'énergie, est-ce que tu veux dire, quand tu parles d'énergie de l'étoile, est-ce que tu veux parler de la lumière qu'on voit? Qu'est-ce que c'est en fait quand tu parles d'énergie? Donc j'ai compris que tu parlais un peu comme l'énergie du nucléaire, tout Oui. ça, donc la fusion. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, j'y viens. Hein, d'accord. Merci. Il faut savoir que on ne sait pas depuis si longtemps que ça d'où vient l'énergie du Soleil. C'est-à-dire que là encore, c'est moins d'un siècle. Hein. En Bon, effet. il y avait eu des calculs au début du XXe siècle où on s'est dit, mais d'où vient toute cette énergie que produit le Soleil? Alors on pouvait la calculer, on savait ce qui arrivait sur Terre, on extrapolait pour l'ensemble de la voûte céleste, et on avait une estimation de cette énergie qui était irradiée par le Soleil. D'accord? Et puis au début, on a fait, les scientifiques tout à fait honorables, ont dit, admettons que ce soit une énorme mâche de charbon. Mais quand ils ont fait un petit calcul, pas très compliqué, ils sont aperçus que mais c'est pas possible parce que un soleil comme ça, d'une grosse boule de charbon, il pourrait briller 6000 ans. Or, on savait depuis longtemps que le soleil brillait depuis des milliards d'années. Donc, si vous voulez, à l'époque, on n'avait pas non plus avancé suffisamment sur la théorie des particules élémentaires, des atomes, etc., pour comprendre que cette énergie venait d'un processus qui était inconnu à l'époque, qui est ce processus de fusion. D'accord. Et l'énergie, c'est quoi? C'est essentiellement de la lumière. D'accord. Donc, la lumière que l'on voit, mais aussi de la lumière qu'on ne voit pas. Par exemple, les ultraviolets. Par contre, vous pouvez prendre un coup de soleil avec les ultraviolets, donc on y est sensible d'une certaine manière, mais pas par nos yeux. C'est aussi beaucoup de rayons infrarouges, là encore, que l'on ne voit pas nous-mêmes, mais par exemple, certains insectes peuvent voir l'infrarouge. D'accord. Donc, si vous voulez, le soleil émet toutes ces radiations à de très nombreuses longueurs d'onde. Nous, on a une petite fenêtre. Alors, d'où ces radiations, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que ce sont les mêmes radiations qui sont utilisées quand vous faites une radio avec des rayons X. Ce sont les mêmes radiations qui sont utilisées, mais à une fréquence et donc invisible pour nous, qui fait fonctionner votre téléphone portable. C'est les mêmes radiations qui vont permettre d'écouter Radio Grand Lac sur 92.1 MHz. Ça veut dire quoi? C'est une onde qui est tout à fait analogue à la lumière, mais qui a une fréquence qui est différente. Et malheureusement, nos yeux ne voient pas la bande FM, comme on dit. Si c'était le cas, ce serait bien, on n'aurait pas besoin de poste de radio. Mais bon. Ce serait embêtant, là. Hein, oui, voilà. Bon. On ne serait pas là aujourd'hui. Vas-y. Et donc, si vous voulez, on a comme ça votre téléphone portable, il communique toujours pareil avec ces mêmes ondes, mais là encore, à des fréquences beaucoup plus importantes. Quand on dit 92 MHz, ça veut dire qu'il y a une oscillation de cette onde qui est de 92 millions de fois par seconde. Votre téléphone portable utilise une onde de même nature, mais qui va osciller plus d'1 milliard de fois par seconde. Et vous voyez que c'est assez extraordinaire que finalement, ce que l'on considère comme la lumière va être aussi bien les ondes radio, les rayons X, etc., etc. Simplement change la longueur d'onde ou la fréquence, et c'est ça qui différencie ces différentes radiations qui ont des propriétés différentes, en particulier évidemment pour notre œil. D'accord. Moi, ce que je voulais te demander, je ne sais plus si tu en as parlé la dernière fois, est-ce qu'on peut dire qu'une étoile, c'est un petit soleil, ou peut-être pas petit d'ailleurs, hein. Est-ce que c'est un soleil, du coup? Oui. Ouais. Oui. Donc c'est aussi un soleil. Alors c'est aussi un soleil, je ne sais plus non plus si on l'avait évoqué, si vous voulez. Il y a des gens qui ont compris ça, voire des Grecs qui ont pensé que ça pouvait être ça. Ils n'avaient absolument pas les instruments pour effectivement s'assurer de ça, mais intellectuellement, ça leur semblait logique. Il y a eu aussi, et je me rappelle, on en avait parlé, Giordano Bruno, qui était un contemporain de Galilée, pensait que non seulement les étoiles étaient comme des soleils, mais beaucoup moins lumineux parce que beaucoup plus loin que le Soleil. Et que donc, s'il y avait des planètes autour de notre Soleil, pourquoi n'y aurait-il pas des mondes autour de ces autres étoiles? Et continuant, il avait dit, et pourquoi pas d'autres êtres intelligents, vivants,
sur ces étoiles. Donc, là encore, il n'y a aucune preuve scientifique qui pouvait donner à l'époque, mais, si vous voulez, il y a un certain nombre de gens qui... Descartes avait aussi émis l'hypothèse que les étoiles étaient des soleils plus lointains. Donc, si vous voulez, l'idée intellectuelle était une extension, je dirais, relativement logique. Ce qui manquait simplement à l'époque, c'était le moyen de prouver que c'était effectivement le cas. D'accord ? Aujourd'hui, on sait le faire. On a des instruments qui permettent de caractériser les étoiles et on peut les caractériser de façon très précise. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, là maintenant, plus personne ne doute qu'effectivement ce soit le cas. Alors, ceci dit, j'ai appris récemment qu'il semblerait que 8 à 9% des Français pensent que la Terre est plate. Ouais. Bon, a priori, on a quand même des preuves en abondance que ce n'est pas le cas. Mais vous voyez que quand je dis que plus personne ne doute, je dirais que plus personne qui a une approche à peu près rationnelle ne doute. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut dire exactement. Alors, une étoile, ça ne peut pas être n'importe quoi. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il faut que cette étoile ait une masse telle que la force de gravitation qui la compresse soit suffisante pour que ça amorce ces réactions-là. D'accord ? Ça veut dire qu'une étoile ne peut pas être plus petite qu'un dixième de la masse de notre Soleil. Si elle est plus petite que ça, plus petite que 10%, elle n'aura pas une masse suffisante pour amorcer ces réactions. Donc, ça, c'est du côté le plus petit. Ah oui. Et puis de l'autre côté, on a des étoiles qui peuvent faire jusqu'à 150 fois la masse de notre Soleil. D'accord ? Voilà. Donc là, ce sont des étoiles qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosses, bien sûr. Il est même possible qu'au début de l'univers, il y ait des étoiles qui étaient encore plus grandes, 300, 500 fois plus massives que le Soleil. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on peut trouver des étoiles qui sont effectivement de l'ordre de 150 fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la taille change. C'est-à-dire que vous avez effectivement notre Soleil, il fait 1,4 million de kilomètres de diamètre. D'accord ? Par contre, les plus grosses étoiles peuvent faire jusqu'à 1,8 milliard de kilomètres. Oh là. Pour vous donner un petit peu une idée, si vous voulez, Saturne est à 1,4 milliard de kilomètres. Ça veut dire que si on avait ces étoiles géantes à la place du Soleil, elle engloberait toutes les planètes jusqu'à Saturne. D'accord ? Alors, on n'en a pas très près de nous. Les étoiles qu'on a près de nous, Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière de nous, sont des étoiles qui ne sont pas aussi massives. Mais il y en a dans la Voie lactée. Et moi, tu vois, j'aurais peut-être une question un peu ridicule. Non, il n'y a pas de question ridicule. Comme je dis, il n'y a que des réponses ridicules. Mais je me donc, dis... il n'y a que moi qui prends des risques. Tu vois, mais, voilà. Mais je me dis, tu vois, par contre, sur la Terre, bon, tu as les voitures, tu as les arbres, tu as plein de choses on sait à quoi ça sert. Par contre, dans l'univers, à quoi elles servent, ces étoiles ? Alors, on peut faire à plusieurs niveaux. S'il n'y avait pas d'étoiles, on ne serait pas là en train d'en discuter. Ah, d'accord. Il ne pourrait pas y avoir de vie. Eh oui. Ah, d'accord. C'est comme s'il n'y avait pas de soleil, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de soleil. Eh oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la Terre serait une boule de glace. Ah oui. Eh oui. Alors, d'ailleurs, c'est arrivé dans le passé, il y a 400-500 millions d'années, à peu près, pour différentes raisons. Il n'y avait justement pas assez de gaz à effet de serre et l'ensemble de la Terre était gelé, y compris à l'équateur. D'accord ? C'était l'ère glaciaire. Alors, les aires glaciaires sont pas... ce qu'on appelle l'ère glaciaire, c'est pas toute la Terre. Ah oui. D'accord ? C'est effectivement l'ère glaciaire, ça veut dire qu'on avait la banquise qui descendait jusque vers le sud de la France. Ah oui, quand même. Donc, tous les pays, si vous voulez, au nord de ça, bien évidemment, le Danemark, la Scandinavie, l'Angleterre, etc., étaient sous la glace. Et moi, j'avais une question aussi, Bernard. C'est par exemple, donc, lorsque les étoiles meurent, Oui. où elles vont ? Et est-ce qu'elles sont remplacées ou comment ça fonctionne ? Ah, alors, on va d'abord regarder leur vie avant leur mort. D'accord. Il vaut mieux. Voilà, tu vas trop vite, Claudine. mais c'est une question effectivement pertinente. C'est très intéressant. À partir du moment où il y a une vie, effectivement, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Donc là, si vous voulez, je vous ai brossé rapidement quelles sont les conditions pour qu'une étoile, effectivement, existe. D'accord ? Alors après, en fait, si vous voulez, là encore, c'est
tout ce que je vais vous dire là à propos des étoiles sont des choses qui ont moins d'un siècle d'existence. Hein. Donc on sait, l'humanité, c'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est-à-dire l'humanité a pu expliquer d'où venait cette énergie, en gros, dans les années 1930. D'accord ? Donc vous voyez qu'effectivement, on peut avoir des gens de nos jours qui sont nés alors qu'on ne savait pas du tout qu'était la source d'énergie du Soleil. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis effectivement notre période, au sens large, hein, les décennies qui nous entourent, sont l'âge d'or de l'astronomie parce que du fait de meilleurs instruments, des télescopes, du fait de toutes les sondes spatiales qu'on a pu envoyer, on a pu apprendre énormément de choses et beaucoup plus qu'effectivement on en a appris, je dirais, depuis le reste de l'humanité. Hein. Et ça, c'est la technologie qui a permis d'avoir ces instruments qui ont permis de répondre à un grand nombre de ces questions. Mais pas toutes les questions. Il est probable d'ailleurs qu'on ne réponde jamais à toutes les questions. D'accord ? Alors, la caractéristique essentielle d'une étoile va dépendre de sa masse. C'est, en gros, si vous voulez, vous connaissez la masse de l'étoile, vous allez connaître son histoire. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que la durée de vie d'une étoile dépend effectivement de sa masse. Alors, une étoile comme notre Soleil, si vous voulez, a une durée de vie de l'ordre de 10 milliards d'années. La Terre et le système solaire, le Soleil s'est créé il y a environ 4,5 à 5 milliards d'années, donc on est au milieu de la durée de vie du Soleil. Il va encore briller à peu près 5 milliards d'années ou un peu plus. Donc, pas de panique, le Soleil ne va pas s'éteindre. Oui. La race humaine, je pense, s'éteindra bien avant le Soleil. Oui. Bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques hein, sur toutes ces choses-là, que le Soleil n'existerait plus, ou alors il va tellement être existant qu'on va brûler. Enfin, alors, il y a eu c'est tout tellement à fait le cas. C'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'en durée de vie, si vous avez par contre une étoile très massive, disons 60 fois la masse du Soleil, d'accord ? Sa durée de vie, ce n'est pas 10 milliards d'années, c'est 3 millions d'années. Alors, je ne sais pas si on peut faire une métaphore. Les ces étoiles dépensent beaucoup plus vite leur énergie que les petites. Les petites étoiles, c'est-à-dire inférieures à la masse du Soleil, leur durée de vie calculée est de plusieurs centaines de milliards d'années. Ah ouais. Comme l'univers n'a que 14 milliards d'années, on n'a jamais vu une petite étoile mourir. D'accord ? D'accord. Donc, les petits, ils font attention à la façon dont ils dépensent leur énergie. C'est pas mal. Oui. C'est bien dit ça. Voilà. Donc, si vous voulez, ces étoiles vont leur durée de vie, ce qui est évidemment un des paramètres importants dans la vie des étoiles, c'est leur masse. D'accord ? Comment elles terminent leur vie va aussi dépendre de leur masse. Une étoile comme le Soleil va, quand elle aura presque entièrement transformé son hydrogène en hélium, elle va être un petit peu à court de carburant. Il y a encore d'autres réactions qui se produisent, mais ce n'est pas la peine de les détailler. Et cette étoile va grossir et devenir une géante rouge. Donc ça répond un peu à ta question. Ouais. Et cette géante rouge, si vous voulez, la taille du Soleil à cette époque-là, donc pareil, 400 milliards d'années, si vous voulez, fait que le Soleil atteindra l'orbite de la Terre. Bon, on ne sera plus là. Bon, donc il n'y a pas la peine de paniquer. On espère, hein. On va brûler. On n'a pas trop envie de vivre ça, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cette augmentation? Si vous voulez, il faut comprendre que une étoile, pourquoi elle garde sa taille? Parce qu'il y a deux forces qui s'équilibrent. L'une, c'est la gravité qui tend à tasser de plus en plus ce gaz. Je vous ai dit, une étoile, c'est du gaz. Très chaud, mais c'est du gaz. Et puis, vous avez toute cette énergie, toute qui va vers l'extérieur, toutes ces radiations qui exercent une pression qui veut aller à l'extérieur de l'étoile. Et actuellement, le Soleil est en équilibre entre cette pression de radiation, d'évacuation de l'énergie et la force de gravité. Par contre, si à un moment donné, effectivement, on a brûlé l'essentiel de l'énergie, il y a beaucoup moins d'énergie qui est produite, effectivement, à ce moment-là, il y a des phases il y a des explosions d'autres réactions que celles de hydrogène-hélium qui font qu'elle va grossir et puis rétrécir. D'accord ? Donc, elle va grossir, elle va devenir une géante rouge.
Et puis ensuite, elle va petit à petit se recontracter, puisqu'il n'y aura plus cette pression pour la dilater, va devenir une étoile très compacte qu'on appelle une naine blanche. Alors si vous voulez, une naine blanche ne produit plus d'énergie. Si on prend une comparaison, c'est comme vous avez un feu actif, et quand l'essentiel du bois a brûlé, il reste les braises. Oui, D'accord. voilà, Ouais. d'accord. une ouais. naine Ah oui, blanche- avant les cendres, les braises. Oui. Voilà. Une naine blanche, ce sont des braises d'étoiles. Donc pour des étoiles de la taille de notre Soleil. Mhm. D'accord. Par contre, si l'étoile est plus massive, elle va avoir un parcours à ce moment-là un petit peu plus tourmenté. Si vous avez des étoiles qui sont par exemple, disons 7 à 8 fois plus massives que le Soleil, elles vont exploser. D'accord. Là encore, on ne va pas rentrer dans le détail de comment ces réactions font, et c'est ce qu'on appelle une supernova. Et donc, cette supernova va envoyer dans l'espace environnant une bonne partie, effectivement, des matériaux qui constituaient l'étoile, qui va servir, si vous voulez, à ensemencer d'autres étoiles plus tard. Et c'est les étoiles filantes ou pas? Ah non, pas du tout. Ah non. Alors, une étoile filante, ce n'est pas une étoile. Ah, d'accord. Ah. Une étoile filante, c'est un météore qui arrive dans l'atmosphère terrestre. Il y arrive généralement avec une vitesse qui est entre 20 000 à 30 000 km par heure. Donc, en arrivant dans l'atmosphère, il s'échauffe parce que le frottement de l'air à ces vitesses-là échauffe. Il devient lumineux. Donc, vous voyez effectivement ces traces lumineuses, puis tout d'un coup, ça s'éteint Mhm. parce qu'effectivement, il est arrivé sur Terre, etc. Donc, une D'accord. étoile filante, bon, le terme, bien sûr, tout le monde utilise ce terme, mais Oui. ce n'est pas une étoile. D'accord. D'accord. Oui, alors donc quand on dit faut faire un vœu quand on voit une étoile filante, Bah, ça si, tu sert peux à toujours rien. faire un Tu peux vœu, toujours mais, faire un vœu, ouais. c'est pas une étoile. Puisque c'est pas une étoile. mais peut-être que le vœu marche quand même. Bah oui. Mais bon. Ben, je sais pas. Hein. On va y croire. Voilà. Ça fait Alors, du bien. une supernova, ça va effectivement disperser une grande quantité d'éléments, et c'est dans ce processus de supernova que vont être créés les autres éléments en dehors de l'hélium et de l'hydrogène. C'est-à-dire que le carbone, qui est important pour la vie, l'oxygène, l'azote, etc., le phosphore, le soufre, qui sont les atomes de base, je dirais, qui sont constitutifs des molécules que représente la vie, vont être créés à ce moment-là. Alors, effectivement, moi, il y a un bouquin qui m'a fasciné, que je vous recommande à ce propos-là, c'est Poussière d'étoiles Ah oui. Je le de connais. Hubert Reeves. Oui. Si vous voulez, il vous explique dans ce livre qu'effectivement, si on est là et si on a tous ces constituants qui ont permis de constituer la vie, si on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium, on ne va jamais faire de la vie. Il y a des bonnes raisons pour ça, mais on ne va jamais faire de la vie. D'accord ? Donc il va falloir, excusez-moi, un peu de carbone en particulier, d'autres éléments. Et c'est dans ce processus d'explosion qui est très violent, si vous voulez, que vont être produits ces éléments. Donc, moi, quand j'ai lu la première fois Poussière d'étoiles, j'étais fasciné. Ça reste un de mes livres de chevet dans ma bibliothèque parce que Hubert Reeves, avec son talent, explique ça très bien. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, c'est véritablement, effectivement, une lecture que je vous conseille. Et donc ces fameuses étoiles, quand elles meurent, Oui. elles tombent où? Ben, elles ne tombent pas, elles restent là où elles sont, mais sous l'influence de la gravité des autres étoiles autour. Parce que c'est vrai que parfois on a eu entendu aux infos qu'il y avait une météorite, comme ils l'appelaient, Ouais. qui était tombée à tel endroit. Et c'est quoi alors? C'est pas non. Moi je pensais que c'était les étoiles quand elles Ah non, non, justement, non, non, elles non, non, mouraient. il faut se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans les mêmes tailles. Météorite, ça peut faire quelques centaines de... Mais disons que c'est de- comme ça qu'ils l'appellent. Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Non, non, c'est pas du tout ça. Voilà. Vous voulez une grosse météorite comme celle qui est tombée il y a 65 millions d'années et qui a signé la fin des dinosaures, si vous voulez, elle faisait 10 km de diamètre. Donc on est dans quelques milliards de tonnes. Le Soleil, je vous rappelle, je crois que j'avais donné le chiffre, mais Oui. c'est 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de tonnes. Oui. Donc vous voyez, les masses ne sont pas du tout comparables. Mm. Hein, d'accord. C'est clair. Donc, effectivement, les météorites vont faire une étoile filante. Et puis, si elles sont importantes, si elles sont grosses, il y en a une qui était tombée en Russie, à Tchelabinsk, il y a 6 ans de mémoire, qui a été extrêmement visible parce que elle faisait probablement une vingtaine de mètres de diamètre. D'accord. Mm. Elle n'a pas fait que ça. Elle arrive à une vitesse supersonique.
Et vous savez qu'on parle du bang supersonique. Concorde, ça a été un des problèmes parce que quand on passe la vitesse de la lumière, Du son. pardon. Le phénomène existe pour la lumière aussi. Ah mais, oui. quand on dépasse la vitesse de la lumière, vous créez des ondes de choc et c'est ça qui fait le bang. Et donc, ce bang a effectivement cassé des milliers de vitres dans la ville de Tcheliabinsk. C'est cette onde de choc qui est un objet qui arrive à vitesse supersonique. D'accord ? Voilà. Donc, les étoiles après, si vous voulez, il faut comprendre que le Soleil, il est donc dans la Voie lactée. Et au centre de la Voie lactée, il y a une concentration de matière. Alors, il y a même effectivement une chose dont on parlera un petit peu plus en détail. Il y a un trou noir supermassif qui existe probablement dans la quasi-totalité des galaxies. Alors, massif, ça veut dire quoi ? C'est 4 millions de fois la masse du Soleil. D'accord ? Oula, oui. Donc, en fait, si vous voulez, notre système solaire est en orbite dans la Voie lactée autour de ce noyau de la Voie lactée, de ce noyau dense. Alors, c'est une orbite, on met quand même 250 millions d'années à faire le tour. Wow. Parce qu'on est dans des dimensions, je vous rappelle, la Voie lactée a fait à peu près 100 000 années-lumière. Donc, je vous rappelle, un année-lumière, c'est la bonne mesure, c'est-à-dire c'est la lumière, la distance que la lumière met à parcourir cette distance en une année. Vu que la lumière, c'est 300 000 km par seconde, vous voyez qu'en une année, ça fait beaucoup. Hein. Si je veux le mettre en kilomètres, mais ça n'a pas grand sens, c'est environ 10 000 milliards de kilomètres. Ah oui. D'accord. On se sent quand même tout petit Voilà. quand Oui, on oui, se c'est parle clair. comme ça. Hein. On se sent On est petit une goutte petit. et Donc, encore. en fait, Oui. où va l'étoile ? C'est le résidu qui va devenir une naine blanche, dans effectivement au-delà de 5 milliards d'années, va continuer son orbite qu'elle avait dans la Voie lactée autour du centre galactique. D'accord. Donc elles disparaissent pas complètement, mais elles deviennent un tison d'étoiles qui peut être brillant. Hein, c'est une étoile qui est dense et en fait elle refroidit comme des tisons. Mais comme c'est quand même le résidu fait quand même une masse importante, plus une masse est grosse, plus elle met de temps à refroidir. Oui. Ah ben oui. Ceux qui Oui. sont intéressés par l'écologie, par exemple, ont certainement entendu parler des poils de masse. C'est-à-dire que vous avez une grosse masse de oui. briques autour, C'est ça. donc vous allumez un feu, Mm. et puis cette grosse masse de briques va chauffer pendant plusieurs heures, voire une journée. Ça veut dire que du fait que la masse est plus importante, le temps de refroidissement est plus important. Mm. Donc une étoile comme une naine blanche reste une masse importante, d'accord ? Bon, moins que celle du Soleil, une partie a été éjectée, mais telle qu'effectivement, elle peut continuer à rayonner des milliards d'années. Mais elle s'affaiblit, il n'y a plus de réaction nucléaire. Je dirais, elle vit sur la chaleur qu'elle avait au moment où elle est devenue une naine blanche. Ok, on va peut-être se faire une petite Tout à page fait. musicale et puis on revient tout de Oui. suite après. Merci. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Oui, et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac, www.radiograndlac.com. Vous savez que nous sommes toujours sur le web, que la fréquence définitive 92.1 ne va pas tarder à arriver. Donc là, il est 12h30, hein, les gens là, ils doivent manger en ce Ouais. moment ou je ne sais pas, prendre le café. En tout Peut-être. cas, on souhaite un excellent appétit à tous ceux qui se mettent à table et puis une bonne digestion à ceux qui ont terminé. Donc, je vous rappelle que je co-anime l'émission avec Luciana Borges depuis cette nouvelle saison. Oui. Et puis, notre invité du jour, c'est Bernard Jamin-Chuzet. Disait. Chuzet, oui. Qui nous parle de sa passion, hein, qui est l'astronomie. Donc, il était en train de nous parler des étoiles et de la vie des étoiles. Donc, Bernard, je te laisse le soin de... Voilà, donc ce qu'on avait dit, effectivement, à l'époque, si vous voulez, des Grecs, par exemple, ils avaient fait une différence entre les étoiles qui n'avaient l'air de ne pas bouger dans le ciel, enfin les unes par rapport aux autres. Hein. Bon, on pensait qu'effectivement, elles tournaient autour de la Terre, mais les unes par rapport aux autres, elles occupaient la même position. Ce qui, à l'échelle d'une vie humaine, est vrai. C'est-à-dire que pour voir effectivement que deux étoiles se rapprochent, dans l'espace d'une vie humaine, il faut déjà des instruments très précis qu'on n'a eu qu'au XXe siècle. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'ils appelaient la sphère des fixes, puisque rien ne semblait bouger. Et c'est effectivement, là encore, il semblait pour eux que les étoiles étaient éternelles.
En contraste avec les astres errants, et planète, en fait, veut exactement dire ça. Planète veut dire un astre qui n'a pas une position fixe, qui est un astre errant. D'accord ? Parce que, on le voit bien, vous savez tous que, par exemple, Vénus, qu'on appelle l'étoile du Berger, qui n'est pas une étoile là encore, si vous voulez, elle se lève, elle se couche, et elle ne va pas toujours occuper la même position dans le ciel. Il en est de même pour Mars, Saturne, Jupiter, etc. D'accord ? Donc, en fait, maintenant, pour résumer ce qu'on a dit auparavant, on se rend compte que les étoiles ont une vie. Elles ne sont pas éternelles. D'accord ? Alors, on avait parlé effectivement de qu'est-ce qu'il arrive à une étoile de la taille de notre Soleil. Elle grossit à un moment donné, et ensuite on reste avec juste les braises, qu'on appelle des naines blanches. Pour les étoiles nettement plus massives, de l'ordre de 8 fois plus massives que le Soleil, leur fin de vie est beaucoup plus tourmentée. Elles explosent dans ce qu'on appelle une supernova, qui, si vous voulez, à un moment donné, est plus brillante que des galaxies entières. C'est-à-dire que c'est un débauche d'énergie, là. C'est vraiment le grand feu d'artifice. Et qu'est-ce qui se passe après ? Là, il va se passer quelque chose de différent. Elle va s'effondrer sur elle-même parce qu'il n'y a plus d'énergie de radiation qui va vers l'extérieur. Il y a juste la gravitation qui le compresse et ça devient un trou noir. D'accord. Alors, un Voilà trou noir, l'explication du trou noir. Oui. alors, c'est pas la seule histoire des trous noirs. Alors, un trou noir, si vous voulez, ça a été, je dirais, théorisé par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Dans la théorie de la gravitation de Newton, d'Isaac Newton, il n'y a pas de trou noir. D'accord ? Donc, on voit bien qu'on a une nouvelle théorie qui englobe celle de Newton, qui l'étend et qui permet effectivement de prévoir ça. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'Einstein lui-même pensait que oui, les équations disaient qu'on peut former un trou noir, mais c'est tellement exotique, un trou noir est tellement dense, la force de gravitation est telle que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Ça paraissait, etc. Donc Einstein disait oui, mes équations produisent un objet comme ça, mais c'est un objet mathématique, il n'a pas de réalité physique. Et ça a duré jusque donc relativité restreinte générale, c'est 1915. Jusque dans les années 50-60, on n'avait pas de preuve que ces objets vraiment existaient. Et puis à partir de là, on a fait des observations qui ont permis d'accréditer que ce n'était pas qu'un résultat d'une équation, il y avait bien aussi une existence physique. Alors, vous me direz, comment repérer quelque chose qui n'émet aucune lumière ? C'est pas si facile, c'est-à-dire que on va pouvoir excusez-moi, les voir parce que ces trous noirs vont perturber ce qui est autour. D'accord ? C'est-à-dire que s'il y a de la matière qui passe pas trop loin, elle va être attirée. Alors, elle va être attirée probablement un peu tangentiellement, et ça va faire que cette matière va tourner autour du trou noir, et tournant tellement vite, cette matière émet du rayonnement. Typiquement du rayonnement X, comme pour les radios, du rayonnement gamma. Et donc, si on ne voit rien au milieu et qu'on voit cette matière, c'est une espèce d'anneau qui émet de la lumière, et compte tenu des paramètres de vitesse de cette matière, en gros, il n'y a qu'un trou noir qui peut produire ça. Donc vous voyez, c'est une preuve indirecte. Alors depuis, on a accumulé les preuves. Je dirais dans les années 70, il n'y a plus vraiment un astronome qui doutait de l'existence réelle des trous noirs. D'accord ? Mais effectivement, ça a été, je vous dis, c'est intéressant parce qu'Einstein, qui est quand même un illustre savant, avait des a priori qui l'empêchaient de croire que c'était un objet réel. D'accord ? Alors, on en parlera un petit peu plus tard là dans l'émission, que justement, qu'est-ce qui fait que quelque chose est crédible ? D'accord ? On va voir que c'est une histoire intéressante. Et l'astronomie, qui a effectivement mis à jour des objets extraordinairement exotiques comme les trous noirs, est un bon exemple pour réfléchir sur ce processus de ce qu'on considère vrai ou pas vrai. D'accord ? Et là, est-ce que je peux te poser Bien une sûr, question donc, par rapport, donc on parle d'énergie justement. Moi, ce qui me fait rebondir, c'est qu'en fait, moi, je parle d'énergie dans mon métier par rapport à la méditation et tout ça.
est-ce qu'on peut dire que justement, l'énergie du soleil, on sait qu'elle donne la vie, qu'on est là parce qu'il y a le soleil. Tout à fait. Et quand tu parles donc d'énergie du trou noir, parce qu'on sent que c'est une énergie, quand tu parles de l'énergie des étoiles, est-ce qu'on tu parles aussi par rapport à ce qu'on émet comme énergie, enfin ce que peuvent émettre. Nous, on émet aussi une énergie. Donc, est-ce que pour toi, tout ça, on peut être relié par cette énergie ou pas? Alors oui, c'est-à-dire que on avait évoqué ça la semaine dernière, c'est-à-dire que, et là encore, les objets astronomiques ont souvent comme Janus, une double face, c'est-à-dire de création, et donc ce que tu viens de dire à propos de la vie, et ça peut être aussi des objets qui peuvent être dangereux pour nous, donc ils peuvent avoir un aspect destructeur. D'accord. Et donc le Soleil a ça, c'est-à-dire que, par exemple, si on n'avait pas la couche d'ozone dont on a parlé parce qu'il y avait des produits chimiques qui altéraient cette couche d'ozone a une utilité pour nous, c'est qu'elle filtre les rayons ultraviolets extrêmement énergétiques qui sont mortels pour la vie. Oui. D'accord. C'est-à-dire que pour que la vie existe, il faut que ce soit atténué, et c'est grâce effectivement à cette couche d'ozone qu'on peut effectivement avoir la vie. Et puis pour que la vie existe aussi, il y a tout ce système, toute cette galaxie. Parce que s'il n'y avait pas toute cette galaxie, on n'existerait pas non plus. On voit que tout est en corrélation. De toute façon, si vous voulez, si les étoiles existent, il y a effectivement aussi, à plus grande échelle, les galaxies qui ont joué alors dans plein d'effets dont on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais c'est clair qu'il faut considérer ça, si vous voulez, on parle des fois d'écosystème. Je dirais c'est une galaxie, c'est un écosystème astronomique. Eh oui. D'accord. Et toi, tu parlais des Grecs tout à l'heure, et moi, je rebondis sur les Incas qui vénéraient le soleil, les Égyptiens qui vénéraient... Beaucoup de civilisations ont vénéré le soleil. Et puis, le roi soleil, tu vois, ça me fait penser à tout ça. On sent vraiment que le soleil a une importance dans notre vie, et donc par rapport à l'énergie qu'il émet. Et on sent vraiment que c'était une grande puissance, parce que s'appeler le roi soleil, ça veut dire qu'on est puissant quand même. Bon, ce qui était grand, c'était surtout l'ego du monarque dont on parle. Ça, c'est sûr. Mais ramener à l'énergie du soleil. Pourquoi il a pris ce symbole? Parce que évidemment, le soleil, l'homme a compris ça depuis des millénaires, que c'est un objet effectivement indispensable. D'abord, il ferait nuit tout le temps. Oui. Et puis en plus, il ferait un froid de canard s'il n'y avait pas le soleil. Donc, c'est clair qu'effectivement, le soleil, il peut aussi être dangereux. C'est-à-dire que de temps en temps, alors il y a des très très belles, si vous regardez sur Internet, ce qu'on appelle des tempêtes solaires. Tempête solaire, c'est à un moment donné, il y a une espèce d'instabilité qui va éjecter à grande vitesse tout un tas de particules, des protons, des électrons, etc., etc. Et donc, ils peuvent arriver sur la Terre et ça peut détruire beaucoup de choses. Ça peut griller des satellites, ça peut faire des surtensions sur les réseaux électriques, c'est-à-dire que toutes les lignes électriques vont servir d'antenne, capter ça. Il y a eu un blackout au Canada qui a concerné plusieurs millions de personnes, qui était le résultat d'une tempête solaire qui avait fait disjoncter absolument tout le réseau. Mais je crois aux États-Unis aussi, non? Il me semble. Oui, mais enfin, il y en avait eu, le premier événement connu, c'est 1859, d'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'électrique et d'électronique. En gros, il y avait le télégraphe. Donc, effectivement, il y a des télégraphistes qui avaient pris des châtaignes, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose qu'on puisse détruire. Dans notre monde actuel, si on a une tempête de la taille de celle de 1859, ce serait catastrophique. C'est-à-dire qu'on pourrait perdre effectivement nos réseaux électriques, on pourrait perdre beaucoup de satellites, tout ce qui passe par Internet, non seulement pour notre distraction, mais pour faire vivre le monde Internet, etc., pourrait être potentiellement mis en danger. Donc effectivement, le Soleil peut avoir des conséquences très destructives. Personnellement, j'aime pas qu'on parle de colère du Soleil. Le Soleil n'est pas une personnalité qui se dit « ces humains, ils m'agacent, je vais... » C'est un processus physique. Mais si vous voulez, on retrouve toujours ce processus à la fois
générateur de vie et il peut être aussi destructeur. Et qu'est-ce qui fait justement pour qu'il fasse ça? Quel effet il y a sur le soleil pour qu'il fasse tout ce que tu viens de nous expliquer là? Qui projette. Alors, et quel est le facteur déclencheur? Alors, le facteur déclencheur, je vais C'est faire parce une que tu n'as réponse. pas été gentille, Claudine. Je ne Voilà. suis jamais gentille. Je le sais. Pardon, Bernard. Non, mais ça fait du bien de faire une petite Bah oui. parenthèse amusante là de temps en Absolument, temps. Ouais. absolument. Alors, si vous voulez, en 2 mots, il y a beaucoup de charges électriques. Les protons qui sont chargés positivement, les électrons négativement, qui circulent de façon à des vitesses élevées, parce que vu la quantité d'énergie qui est irradiée, et tout ça crée des champs magnétiques. Mais ces champs peuvent être instables. Et à un moment donné, il y a une instabilité telle que vous avez des photos qui montrent des gerbes autour du Soleil, qui est effectivement une boucle magnétique comme ça, dans laquelle on pourrait loger 50 fois la Terre. Hein, d'accord ? Et donc, effectivement, c'est cette instabilité qui, sous certaines conditions, à certains moments, émet une quantité de radiation considérable. Alors, le vent solaire existe en permanence. Et je veux dire, il n'est pas plus gênant que le vent en temps normal chez nous. Par contre, une tempête solaire, pour ça qu'on a pris le terme, c'est l'équivalent d'un ouragan. C'est-à-dire que le vent à 200 ou 250 km par heure, il fait plutôt des dégâts qu'autre chose. D'accord ? Et je pense que tout ce que tu nous expliques là, on peut le voir en images sur des sites. Alors tout à fait, hein, vous faites Est-ce que tu effectivement... peux donner par exemple un exemple de site où les gens qui sont intéressés pourraient aller voir donc tout ce que tu es en train de nous expliquer là? Vous faites tempête solaire avec votre moteur de recherche favori et vous allez avoir plein de choses. Il y a un site que j'utilise beaucoup qui est une encyclopédie participative qui s'appelle Wikipédia. Ah bah oui, Une source, bah oui. une source d'information absolument extraordinaire. Mm. Alors je vous recommande effectivement d'aller le voir parce que c'est très beau. Il y a des images. Malheureusement, on est à la radio. On ne peut pas montrer Et ces oui, c'est images, ça. mais vous verrez que ce sont des images qui sont fabuleuses. C'est bien, on Sur fait Wikipédia. travailler notre... pardon, Claudie, on fait travailler notre imaginaire parce que moi, quand tu me parles, je c'est le vrai, vois on dans oui, mon oui. esprit. Et ça, c'est On bien essaye aussi de pouvoir le d'imaginer, faire. Ouais. de voir comment ça peut se produire dans l'univers. Alors, vous avez aussi des très belles images qu'on appelle des nébuleuses planétaires. D'accord ? Alors, pourquoi planétaires ? Parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. C'est en fait des étoiles comme le Soleil, je vous dis, ils ont une phase d'activité, ils les éjectent pas mal de matière, et ça fait des images absolument fabuleuses. Pareil, vous faites nébuleuse planétaire, et vous verrez effectivement des images qui sont extraordinaires. D'accord ? Donc, ça crée aussi, même dans la mort d'une étoile, vous créez des choses qui sont extrêmement belles à voir. Ouais, parce- Et dis-moi, Bernard, est-ce qu'on peut dire que cet écosystème, puisqu'on parlait d'écosystème, est-ce qu'on peut dire qu'il est fragile ? J'hésite, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est fragile pour qui ? Pourquoi ? Oui, voilà, oui, D'accord ? d'accord, oui, oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, on parlait de tempête solaire, ça n'altère pas le soleil. Hein. Le soleil, il est pas malade quand il a fait une tempête. Hein, d'accord ? Par contre, pour nous, oui, ça peut être... nous, on a une fragilité par rapport à cet événement-là. D'accord ? Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, l'idée, c'est plutôt de parler de stabilité. Ouais. Alors, oui, il y a une certaine stabilité, mais effectivement, on a vu dans l'histoire d'une étoile, et puis il en est de même de l'histoire de l'univers, vous avez des périodes relativement stables et des périodes très chaotiques qui passent d'une certaine forme de stabilité à une autre. D'accord ? Ce qui est clair, c'est que la vie, il faut une certaine stabilité. C'est-à-dire que pourquoi la vie, si vous voulez, la vie intelligente, dont on estime qu'on est les meilleurs représentants, je pense que c'est un peu arrogant de dire Ah ça, oui, en n'a effet. pu être possible parce que depuis 10 000 ans, c'est-à-dire la fin de la dernière glaciation, le climat est resté relativement stable et a fait que le climat sur la Terre, en tout cas dans une grande proportion de la Terre, permettait d'y vivre, permettait de cultiver, permettait donc de produire de la nourriture, etc. Mais par rapport à ce que tu disais, par rapport tu vois, au trou noir, ou à la formation, ou les météorites, tout ça, est-ce que justement, il pourrait nous arriver, alors évidemment, je le prédis pas, mais est-ce qu'on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne peut pas tout justement contrôler, il pourrait nous arriver donc une météorite, on ne le sait Tout à pas. fait. Tout Ça, à fait. c'est quelque Alors, chose qu'on ne peut pas... on ne le sait pas, mais il faut savoir qu'il y a un programme très important
qui sont largement, effectivement, disons, subventionnés par les États-Unis, mais pas seulement, d'accord, qui est de repérer les orbites de toutes les grosses météorites. Ah. Ça a S'il y a été une fait, météorite d'ailleurs, hein. d'un Ouais. kilo qui arrive sur la Ça a été Terre, fait il n'y a pas longtemps, hein, où il disait que justement il y avait, je ne sais pas comment ils appellent ça, une météorite oui, qui aujourd'hui, était hein. très près de la Terre, Aujourd'hui, il y a une météorite qui pas être très grosse, mais enfin qui est de l'ordre de qui ferait quand centaines- même pas mal de dégâts. Hein, qui ferait si, beaucoup de dégâts, hein, oui. c'est Ah c'est oui. clair, qui ferait entre 100 et 200 mètres à peu près de taille, qui passe, mais il passe à 2 millions de kilomètres de la Terre. Mm. D'accord. Mm. La Lune, pour vous donner un ordre d'idée, est à 400 000 kilomètres de la Terre. Donc, Ah oui. c'est vrai que Oui. ça frôle la Terre, mais je dirais qu'il n'y avait aucune inquiétude. On connaissait bien cette orbite. On savait qu'elle allait passer suffisamment loin pour ne pas être un problème, Mm. mais il est parfaitement possible qu'on découvre une météorite importante, donc grosse Mhm. masse, Mhm. qui frappe la Terre. Mm. Donc, il y a tout un programme de suivi pour effectivement repérer ces météorites potentiellement... Enfin, météores, il faut parler de météores. Météorite, si on fait un petit point, c'est un météore qui est arrivé sur la Terre. Mm. D'accord. Ouais. Le météore, c'est quelque chose qui est un corps dans le ciel. Eh bien, effectivement, s'il est de taille importante, hein, en particulier au-dessus du kilomètre, il peut rayer un continent, hein, Mm. quasiment. Et par contre, est-ce qu'ils peuvent le détruire avant? Alors, il y a des programmes. Que Il y a ça un arrive. programme qui est lancé, qui va être lancé en 2022, qui est d'envoyer une fusée pour essayer de voir comment on peut dévier un petit peu un météore comme ça, de façon à lui faire éviter la Terre. Alors, si c'est effectivement, je me souviens plus exactement de la taille de l'astéroïde qu'on a pris, mais enfin, il est relativement petit, si vous voulez. Si vous avez une météore qui fait 10 km de diamètre, toutes les fusées de la Terre ne suffiront pas à le faire dévier suffisamment. D'accord. C'est là où on voit la fragilité, justement. voilà, Toi, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Parce qu'on voit la fragilité où on ne peut pas tout contrôler. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve chouette et magique, parce que nous, êtres humains, on veut toujours tout contrôler. Et oui, alors surtout Ah. dans notre époque. Surtout Oui. à notre Hein. époque. Mm. Ouais, Oui. À notre époque, Mm. on veut une vie sans aléas. c'est ça. On Mm. veut, si vous voulez, on sait très bien que dans les sociétés occidentales, la mort est quasiment un sujet tabou. Eh ouais, Mm. oui. D'accord. Mm. Contrairement, C'est vrai. par exemple, en Afrique, où ils considèrent beaucoup plus naturellement comme Bien un cycle sûr. de vie. Mm. Bon. C'est une fête pour eux. Mais, Oui. mais effectivement, Ouais. si vous voulez, malheureusement, j'ai l'habitude de dire en plaisantant que même la vie est dangereuse. La preuve, 100% des gens finissent par mourir. Ah bah, en effet. Très Oui. belle image. Oui. Oui. Il y avait des choses qui, c'est au moment où, effectivement, par exemple, de l'intervention en Irak, les Américains avaient parlé de guerre sans mort. Mais une guerre sans mort, ça Mais n'existe ça pas. n'existe pas. D'accord. Bah oui. La vie sans mort, ça Voilà. n'existe Ça pas. n'existe pas. Non. Mm. D'accord. Mais de Donc- prendre cette fragilité en considération, tu vois, cette fragilité, pour moi, c'est ramener encore à notre échelle. On est tout petit par rapport à cet infini, Mm. tu vois, et de reprendre conscience de la chance que nous avons d'être en vie et d'accueillir cette vie chaque jour, d'accueillir le soleil chaque jour. Pour moi c'est Absolument. C'est vrai, Quand il est là. Non, mais tout à fait. Voilà. Si Mais vous même- voulez, le fait d'être Oui. conscient de ces risques, quelle moralité je peux en tirer? Carpe diem, profitez de l'instant ben oui. présent. oui. Ouais. Bénissez exactement, comme vient de dire Luciana, toute journée. Ah oui. Mm. Un Mm. beau soleil, C'est vrai. le sourire d'un enfant, etc. Voilà. Si Tout vous à voulez. fait. Parce que, bon, je vous souhaite de ne pas mourir sous une météorite, mais l'important, c'est que de toute façon, vous pouvez aussi tomber malade, vous pouvez être renversé par une voiture. Donc, chaque instant, chaque seconde est précieuse. Mm. Et à vouloir, si vous voulez, se protéger d'un danger, on arrive à vivre une vie misérable. Ça n'a Tout à aucun fait. intérêt. Ah oui. Tout à Mm. fait. D'accord. Oui, parce C'est que vrai. l'astronomie, le regarder comme toi tu le fais, nous emmener justement dans les étoiles et tout, et de savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, moi c'est ça qui me plaît, parce qu'en Mais bien fait, sûr. voilà, c'est Bien ça, sûr. c'est la magie de la Ouais, vie, bien sûr. et heureusement, et ça nous ramène à ce que nous sommes, Absolument. et à notre fragilité à nous aussi. Voilà. Mm. Et Ça, à notre c'est beau. richesse. Et à notre richesse en Mm, même C'est temps. vrai que, effectivement, et c'est là où je pense qu'il faut considérer l'homme, je dirais, comme un animal comme les autres, je veux dire comme un mammifère comme les autres. Hein. Mm. Toutes les relations sociales, bah, on sait très bien que ça existe parmi plein d'espèces. Et en Et plus, les- moi, je suis sûre que les petits hommes verts là-haut qui vivent sur des planètes,
Ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous. On ne sait pas, peut-être. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien, comment se fait-il que, avec toutes les études qui sont faites, avec ces gens qui vont sur la Lune, avec tous ces Sur Mars objets aussi, qu'ils hein. envoient, voilà. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais pu constater une vie en haut, dans Alors, l'univers, autre que la nôtre? C'est clair que c'est une question fondamentale, là encore, qui, même les anciens, hein, les Grecs, peut-être même d'autres personnes avant eux, mais qui n'ont pas laissé de traces écrites, hein, se soient posé cette question. Et c'est justement ce que je voudrais traiter largement dans une prochaine émission. Donc, quand on parle des planètes qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil, qu'on appelle l'exoplanète, peut-elle accueillir la vie? C'est une question intéressante, c'est une question assez complexe, et on va un petit peu voir l'aspect à la fois scientifique et puis, justement, je dirais philosophique de cette question-là. C'est pas si simple, effectivement. Quand on regarde la Terre, on dit il y a la vie partout. Ben oui. D'accord ? Oui. On a trouvé même la vie dans ce qu'on appelle les extrémophiles. Vous avez des bactéries qui vivent dans des eaux à 120 degrés. Oui. On a trouvé effectivement des araignées à des altitudes de 8000 mètres. Donc, il semble que la vie existe partout. Alors, ce que ça peut dire, à mon avis, c'est surtout que la Terre semble avoir été, pour des raisons peut-être dues au hasard, peut-être dues à d'autres facteurs, une planète extraordinairement propice à l'explosion de la vie. Il en est peut-être pas de même. Alors, l'exemple, c'est Mars. Bon, il y a beaucoup de missions qui sont faites. Oui. Aujourd'hui, surface de Mars, personne ne pense trouver de la vie. Oui. Pourquoi personne ne pense de trouver de la vie? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mars a une atmosphère très ténue. Il n'a pas une couche d'ozone qui provoque des UV. Donc, si vous voulez, Mars reçoit des UV, ce qui est exactement ce que l'on fait pour stériliser des instruments de chirurgie sous une lampe UV. Ah oui. Donc, le fait de trouver de la vie sur la surface de Mars, les chances sont quasiment nulles. Et c'est pour ça que les prochaines missions vont forer. Et est-ce que peut-être qu'on va trouver des traces de vie ancienne, pas forcément actuelle, un peu à l'abri, sous plusieurs mètres, effectivement, à l'intérieur de la Terre. Mais à la surface, c'est stérilisé comme vous n'avez jamais stérilisé des instruments. Hein. Vous voyez. En tout cas, pas une forme de vie comme la nôtre. Alors, en tout cas, pas une forme de vie comme la nôtre, mais on verra, là pareil, hein, je ne vais pas trop anticiper. Tu nous mets l'eau à la bouche. Il y a quand même des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la vie n'importe comment. Eh oui. C'est-à-dire qu'on peut, en science-fiction, imaginer des choses extrêmement différentes. La vie est quand même contrainte par un certain nombre de lois physiques et de lois chimiques qui fait que, en particulier pour l'instant, dans la compréhension qu'on en a, s'il n'y a pas d'eau, il y a peu de chances qu'il y ait de la vie. Oui, c'est ça. En effet. L'eau, c'est la vie, d'ailleurs. Alors, on dit que l'eau, c'est la vie, on le sait depuis longtemps. Je dirais c'est la sagesse populaire. Bien sûr. Vous pouvez vivre 3 semaines, 4 semaines sans manger. Vous ne vivez pas beaucoup boire. plus longtemps que quelques jours sans boire. C'est ça. D'accord. Donc, effectivement, et on sait aussi, pour l'aspect scientifique, qu'a priori, on n'imagine pas que la vie puisse se créer sans l'eau. D'accord. Alors, revenons à notre trottoir. Oui. On t'écoute, Bernard. Et donc, on a effectivement, maintenant tout le monde est convaincu. Alors, je vais dire, les astronomes, des fois on entend parler d'astrophysiciens. Quelle est la différence? C'est toujours de l'astronomie. La différence, si vous voulez, astronomie historiquement parlant, ça a été d'écrire ce qu'il y a dans le ciel, décrire les mouvements, éventuellement les prédire, ce qu'avait fait Newton, par exemple, avec sa loi. Mais on ne savait pas précisément qu'est-ce qui faisait que les étoiles brillaient. Je vous dis, ça date de 1930 à peu près. C'est-à-dire que maintenant, on s'intéresse à la physique des réactions nucléaires entre l'hydrogène et l'hélium qui permet de générer ceci. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de dire on veut exactement savoir quand le Soleil, combien de temps il va durer, etc. On veut comprendre les mécanismes physiques à l'origine de ce qu'on observe. Donc l'énergie. C'est-à-dire, entre autres, l'énergie. L'énergie, du coup. Mais pas seulement. Voilà, mais pas seulement. Oui, et donc, si vous voulez, maintenant, on parle, alors des fois, on parle d'infiniment grand quand on parle du cosmos, etc., et infiniment petit quand on parle des particules, etc. Personnellement, je n'aime pas infiniment. Hein. L'infini, c'est plus grand que ça. Ah oui, oui. C'est infini. Ah oui, c'est infini. Comme disait quelqu'un, ce qui disait l'infini dans le temps, il dit c'est long, surtout quand on arrive à la fin. En effet.
Je préfère parler, si vous voulez, un terme qui est plus juste, c'est de parler de l'univers à grande échelle, c'est-à-dire qu'on parle à l'échelle des galaxies, si vous voulez, et l'univers à petite échelle, c'est-à-dire on parle de l'univers au niveau des atomes, des protons, des particules élémentaires. C'est plus juste. D'accord. Or, on s'aperçoit que pour comprendre l'univers à grande échelle, on a besoin d'avoir des connaissances dans l'univers à petite échelle. D'accord. Et c'est ce qui permet, ce que je vous ai présenté en résumé sur le cycle de vie d'une étoile, c'est ça l'astrophysique. C'est-à-dire qu'on sait maintenant pourquoi les étoiles brillent véritablement. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on va plus parler d'astrophysiciens qui sont à la fois des gens qui travaillent à grande et petite échelle jusqu'à, disons, la fin du 19e, l'astronomie qui était plus descriptive. Alors que maintenant, elle essaye d'être explicative sur comment les objets qu'on connaît comme les étoiles, effectivement, naissent, vivent et meurent. Voilà. Et du coup, alors, tu sais, on disait souvent que, comment ça s'appelle, les gens qui étaient sur les navires, donc ils regardaient la direction de l'étoile du Berger pour pouvoir se diriger, justement. Alors ça, c'est de l'astronomie, c'est de l'astrophysique, c'est quoi? C'est de l'utilisation de l'astronomie. D'accord. Alors, je vous ai dit, l'étoile du Berger, c'est Vénus. Oui. Et donc, c'est une planète. C'est une planète. Et donc, elle est errante. Oui. Donc, ce n'est pas tellement le bon point de repère. Ah oui, d'accord. Parce que et pourtant, ce serait le point de repère si vous étiez capable de calculer que, ce qu'on sait faire évidemment maintenant, depuis Newton, on sait le faire, que tel jour à telle heure, Vénus va être dans telle position sur le ciel. Oui. Mais le lendemain, elle a déjà bougé. Et c'est visible. Oui, mais il faut être physicien aussi. Oui. Non, vous pouvez être utilisateur, si vous voulez, ce qu'ont été les marins. Oui, voilà. Les astronomes calculaient effectivement les prévisions prévisibles des étoiles, etc. Et les marins, ou les aviateurs plus tard, ont utilisé ces données. Mais alors, là, ça, c'est une légende, ce que je t'ai dit, par rapport aux marins qui utilisaient... Alors, ce n'est pas une légende, mais c'est par rapport aux étoiles. C'est-à-dire qu'on sait que comment ont été peuplées les îles du Pacifique, qui sont à des milliers de kilomètres de toute terre habitée. Oui. Vous prenez effectivement Hawaï, vous prenez la Polynésie, etc. Vous avez de la mer à des milliers de kilomètres autour. Okay. Donc, il n'y avait pas beaucoup de points de repère. Alors, ils se repéraient, mais par rapport aux étoiles. D'accord. Alors, c'était une connaissance empirique. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'au début de la nuit, mettons à telle saison, telle étoile indiquait telle direction. Ce n'était pas calculé, c'était par l'expérience. Si d'accord. Et c'était une expérience qui était passée à l'époque, effectivement, de tradition orale. Donc, on en a relativement peu de traces. Mais ils ont été capables de joindre des îles dont ils ne voyaient absolument pas l'île sur laquelle ils voyaient, puisque vous allez voir votre île peut-être une centaine de kilomètres avant, pas des milliers. Donc, pendant toute la période de la traversée, leur moyen de repère, c'était les étoiles. On voit quand même que l'être humain, il a cherché toujours à utiliser ce qu'il avait sous la main. Oui. Tous les outils, ça c'est incroyable. Alors, je reprends, je disais qu'effectivement, l'homme est un animal parmi les autres, peut-être un petit peu plus futé, un petit peu plus tordu aussi, probablement d'ailleurs. Mais vous avez les oiseaux migrateurs qui vont utiliser des choses similaires. On sait que des oiseaux migrateurs et des poissons, probablement, peuvent, ont une espèce de boussole à l'intérieur. On sait que des oiseaux qui font des migrations où ils volent plusieurs jours d'affilée, c'est-à-dire qu'ils volent de nuit à un moment donné, ont des repères qui sont des étoiles, puisque surtout si vous survolez le Sahara de nuit, comme il n'y a pas de ville, il n'y a pas de lumière, vous voyez que du noir. Vous y voyez que gouttes. Donc, si vous voulez, on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Ce qui est même assez extraordinaire, c'est comment, si vous voulez, ce savoir est passé d'une génération à l'autre. Alors, on sait très bien quand même que si vous prenez dans les oiseaux migrateurs, il faut que les premières migrations soient faites par les parents et les jeunes mémorisent ces repères, si vous voulez. Mais vous voyez que c'est déjà un processus cognitif assez élaboré. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. C'est totalement fascinant. Les oiseaux migrateurs, moi, ça m'a toujours fasciné. Ils savent exactement dans quelle direction aller. Ils sont vraiment... Moi, ça m'a toujours... je me suis toujours posé la question. Je me disais, mais comment ils font pour savoir à quel endroit ils doivent aller? Parce que c'est énorme. Il y a des centaines et des milliers d'oiseaux et ils vont tous dans la même... Même s'il y a une part... parfois, ils sont un peu séparés. Il y a une vague d'oiseaux qui passe et puis après, il n'y a plus rien. Puis hop, d'un seul coup, ils vont tous dans la même direction. Absolument. Ils savent et ils se regroupent
typiquement dans les mêmes endroits pour se C'est reposer, ou incroyable. pour manger un peu, etc. Et si vous voulez, c'est effectivement, ils n'ont pas, je ne sais pas quoi, vous prenez une cigogne, elle n'a pas un petit manuel qu'elle donne au petit Bah oui. cigogneau pour lui dire, bon, bah, alors tu vois, au début, tu prends cette direction, etc. Mais les animaux, si vous voulez, apprennent, ils ont probablement une mémoire photographique beaucoup plus développée que la nôtre, c'est-à-dire qu'ils comprennent intuitivement que leurs parents leur montrent quelque chose et qu'il faut retenir. Et de même, si vous voulez, pour apprendre à chasser, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est les parents montrent les différentes techniques de chasse et les jeunes, si vous voulez, se disent ça. Puis après, au début, ils sont un peu maladroits, mais puis ils perfectionnent, etc. Ils ont, si vous voulez, cette compréhension qu'il faut bien que je regarde parce que ma vie ensuite, ça va dépendre de savoir si j'ai été bon élève ou pas. Quelque part, pourquoi on a perdu, je m'avance un peu, pourquoi on n'a pas cette mémoire photographique? Tout simplement parce qu'on a l'écriture. Eh oui. C'est-à-dire qu'on a trouvé un autre moyen de passer cette information qui fait qu'on n'a pas besoin de mémoriser tout ça, si vous voulez. D'accord? Ouais. Mais il est probable qu'à l'époque où il n'y avait pas l'écriture, les mécanismes d'observation et de mémoriser ce que quelqu'un d'expérimenté faisait était un processus qui était extrêmement similaire à ce que faisaient les animaux. Oui, mais au départ, on voit bien qu'il y a une intuition. C'est une intuitif. intuition, tout à Et fait. c'est ça qui est intéressant aussi, de voir que laisser notre intuitif agir, doit de se dire qu'on n'est pas que dans l'intellectuel. Moi, Oui. je reviens au cœur et à l'intuitif. Laissez-vous aussi guider par votre intuition, parce qu'on voit que dans le passé, ça nous a quand même ouvert à beaucoup de choses. Absolument. Et donc, rester aussi dans cet intuitif, Alors, ça, c'est intéressant. Juste, et puis on va en faire une pause, Oui. pour vous donner à quel point cette capacité de mémoire photographique est extraordinaire. Il y a un laboratoire d'études du comportement animal au Japon qui avait fait une expérience avec des chimpanzés. D'accord ? Et l'idée, il y avait un écran, si vous voulez, un petit peu comme une espèce de damier de jeu de dames, par exemple. Et puis, il s'affiche quelques chiffres à des endroits aléatoires. Et ensuite, l'idée, c'était de retaper sur les cases dans l'ordre des nombres. Donc, s'il y avait le chiffre 2, 7, 12, il fallait taper d'abord sur le 2, puis le 7 et le 12. D'accord ? Et puis, il s'est avéré que les chimpanzés faisaient ça très, très bien. Et en fait, il s'est avéré même pire que ça. Ils le font, ils sont imbattables. On est des brels à côté. C'est-à-dire qu'il suffit d'afficher, alors il y a typiquement 4-5 chiffres, d'afficher ces chiffres pendant 0,2 secondes. Ah oui, c'est rien. Et le chimpanzé, si vous voulez, retape sans hésiter dans le bon ordre. Nous, on est, même quand on l'affiche une seconde, on se trompe la plupart du temps. Ouais. Donc, si vous voulez, on voit bien que effectivement, une espèce qui est proche de nous, partage 98% de l'ADN, mais ils ont ce mécanisme de mémoire photographique qu'ils n'ont pas abandonné parce que c'est une condition de survie. Eh oui. Et là-dessus, tous les étudiants ont essayé, mais alors, on est battu à plat de couture par les chimpanzés sur ce coup-là. Eh bien, on va se faire Merci, une petite Bernard. pause, et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, il est 13h08 sur Radio Grand Lac 3W, donc radio.lac.com. Si vous voulez nous suivre donc sur le web, uniquement pour l'instant. Je suis toujours avec Luciana, ma co-animatrice, et donc Bernard Jamin-Chuzet, qui est toujours avec nous pour parler de sa passion, qui est l'astronomie, pour ceux qui nous rejoignent en ce moment. Donc, Bernard, je te laisse la parole. Voilà. Alors j'aimerais parler avec vous de qu'est-ce qu'une théorie scientifique. De manière générale, qu'est-ce qui caractérise quelque chose qu'on considère comme vrai. D'accord ? Alors, une théorie scientifique, il faut comprendre qu'est-ce qui constitue une théorie. C'est d'abord, on s'intéresse à représenter une certaine partie du monde réel. D'accord ? Autrement dit, si vous voulez utiliser Newton ou la relativité d'Einstein pour faire de la biologie, ça ne va pas vous servir à grand-chose, parce que l'objet de ces théories ne sait pas de s'intéresser effectivement à la biologie. Inversement, le fait qu'on ait découvert l'ADN n'a pas changé grand-chose dans le mouvement des astres. C'est-à-dire qu'il faut toujours comprendre qu'une théorie scientifique, on s'intéresse à une certaine partie de cette réalité, jamais à toute la réalité. Bien sûr. Donc c'est déjà la première chose. La deuxième chose,
c'est que vous devez avoir un modèle. Alors, le modèle est très souvent mathématique. Galilée lui-même disait la nature est écrite en langage mathématique. Alors, c'est très vrai, évidemment, dans les sciences dites dures, la physique, la chimie, l'astronomie, etc. C'est largement vrai aussi des sciences biologiques. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui nous permet de calculer, par exemple, l'orbite d'une planète ? C'est une équation de Newton ou d'Einstein, mais c'est une formule mathématique. D'accord ? Et la troisième chose qui est beaucoup moins souvent abordée, c'est à quel domaine ça s'applique. C'est-à-dire que peut-être que dans cette partie de la réalité physique auquel vous vous intéressez, vous n'expliquez pas tout, vous expliquez une partie. Par exemple, on pourrait avoir une théorie qui explique la vie des étoiles, mais qui n'explique absolument pas la vie de l'univers. Or, très souvent, si vous voulez, on omet, quand on parle d'une théorie scientifique, de dire ce qu'on devrait dire si on est un bon scientifique, c'est quels sont les domaines où votre théorie ne s'applique pas. D'accord ? Eh oui. On ne le fait jamais parce qu'on a toujours, si vous voulez, un préjugé qu'on ne parle pas de ce qui est négatif, on parle de ce qui est positif. Oui. Ouais. C'est-à-dire, je reprends Newton et Einstein. D'accord ? Théorie de Newton s'applique très bien à décrire le système solaire, même effectivement notre galaxie, etc. Par contre, elle est en échec complet pour expliquer les trous noirs. Et de manière générale, si vous voulez, c'est que la théorie d'Einstein est raffinée par rapport à celle de Newton, non seulement à des résultats plus précis, mais surtout, elle s'applique à un domaine plus vaste. D'accord ? En gros, si vous voulez, la différence, c'est que tant que vous n'êtes pas dans des concentrations de matière extrêmes, c'est-à-dire des champs de gravité extrêmement forts, tant que vous avez des objets qui se déplacent peu rapidement par rapport à la vitesse de la lumière, je vous l'ai dit, est grande, Newton marche bien. Par contre, quand vous rentrez dans ces domaines-là, le domaine que couvre Einstein est beaucoup plus grand que le domaine que couvre Newton. D'accord ? Alors, est-ce que Newton était fausse ? Non. Est-ce qu'elle est simplement, disons qu'elle a un successeur qui augmente la précision des mesures et surtout le domaine d'application. Donc une théorie scientifique, elle peut être fausse. C'est très simple, il suffit de faire une expérience. L'observation vous dit 34, la théorie vous dit 42. Donc il y a des accords. Donc il y a au moins une partie de la théorie qui est fausse. Peut-être pas tout à mettre à la poubelle, mais au moins une partie. Est-ce qu'elle peut être vraie ? Pas exactement. Une théorie scientifique, je dirais peut-être dans l'état, jusqu'ici tout va bien. On n'a pas fait une expérience ou une observation qui démontre la théorie. Mais ça peut arriver. La preuve, c'est qu'effectivement, on a par exemple, dans le cas, on parlait du système solaire, si on est assez près du Soleil, on commence à voir des différences entre Einstein et Newton, mais infimes. Alors, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la planète la plus près, c'est Mercure, qui est la plus proche du Soleil. Les orbites, en général, sont des ellipses. Le cercle étant un cas particulier, si vous prenez un cercle, vous l'étirez, ça devient une ellipse. D'accord ? Donc, il y a une ellipse qui a un grand axe. Et en fait, ces grands axes tournent sur lui-même dans l'espace, ce qu'on appelle la précession. Et il y avait un écart entre les observations et ce que calculait Newton. Mais alors, l'écart était minime. C'est 1 minute d'arc, c'est-à-dire un 60e de degré, de différence entre les deux théories par siècle. Alors, ça veut dire deux choses aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour faire évoluer les théories, il va falloir être capable de faire des mesures de plus en plus précises. Pour faire des mesures, montrer la différence, c'est clair que c'est très récent. C'est pareil, moins d'un siècle. D'accord ? Et donc, effectivement, il y a un petit écart, mais ça a marqué les astronomes parce qu'en 1915, quand effectivement Einstein a publié sa théorie, on a recalculé cette précession et on tombe pile poil sur les observations. Ça a beaucoup marqué les gens. Donc, vous voyez qu'effectivement, l'écart a été, si vous voulez, résolu par le fait qu'on avait une meilleure théorie. Ouais, et ça revient aussi à dire que il y a quelqu'un qui a commencé un travail, donc Newton, qui a fait aussi selon son intuition, encore une fois, Tout à fait. et que
il a comme s'il passait un témoin. Ouais. En fait, pour moi, il y a un lien. Voir qu'on est liés parce que il y a deux hommes qui sont sur les mêmes, pas au même moment, mais qui sont dans la même recherche. Tout à fait. Et les années passant, on apporte encore quelque chose de nouveau. Ouais. Mais ça, je veux dire, ça, tu le Alors, démontres. c'est l'expression que j'aime beaucoup. Ouais. C'est de dire que on développe ça sur les épaules des géants. Oui. Newton a été un géant, Darwin en a été un, si vous Mhm. voulez, etc. Et Mhm. puis, à On va partir de affiner. là, Mhm. on a développé des choses qui sont Voilà. encore plus précises, encore plus vastes, etc. Et on affine, en fait. Ouais. Ça s'affine et ça va s'affiner de plus en plus. Voilà. C'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui est chouette. Ouais. Ouais, maintenant, il y a des instruments quand même plus performants. Hein, pour, Ah bah maintenant, on mesure ça avec une précision, Voilà. il n'y a plus ambiguïté. Hein. aujourd'hui, oui, Mm. avec les instruments Donc, perfectionnés une théorie qui existent. scientifique, si vous voulez, son statut, c'est elle est fausse ou elle n'est pas invalidée. Mm. On ne peut pas dire qu'elle est vraie. Ouais. On ne peut pas dire probablement que même s'il y a une meilleure théorie que celle d'Einstein, qu'elle soit vraie. Ah non. Il peut toujours encore en avoir une autre C'est ça. plus pertinente. Mm. D'accord. Mm. Alors, déjà, si vous voulez, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une vérité scientifique, elle est quand même relative. Mm. OK. Mm. Et c'est vrai de toutes les sciences, c'est vrai de la biologie, etc. C'est-à-dire Bien sûr. qu'effectivement, une fois qu'on a découvert l'ADN, on a pu donner un certain nombre de propriétés de la vie, etc. Mais depuis, effectivement, cette découverte, qui était la moitié du XXe siècle, on a appris beaucoup de choses sur la façon dont l'ADN peut évoluer, dont les caractères peuvent se transmettre, etc. Mm. Donc on a des théories plus fines que celles simplement de Mm. l'ADN. Et moi, tu vois, ça me fait aussi penser au fait qu'il n'y a pas une vérité, parce que, comme on l'a souvent dit avec Claudine, on a chacun notre vision du monde dans lequel nous vivons, et on a notre propre vérité. Voilà. C'est pour ça que Alors, c'est intéressant. Il y a quand même une vérité scientifique, Mhm. si vous voulez. Sachant qu'une théorie, si vous voulez, elle est soit fausse, soit non invalidée, Mm. un bon scientifique qui émet une nouvelle théorie va d'abord chercher à prouver qu'elle ne marche pas. Elle va essayer par les calculs, au début c'est théorique, de dire est-ce qu'il y a un calcul qui peut montrer que mon hypothèse est fausse. D'accord. Ce que on ne fait pas en général. Mhm. Vous avez plutôt des gens, c'est exactement l'inverse. Oui, Oui. vont Ils croient tout quelque faire. chose, Ouais. ils n'ont aucune Ouais. raison de le croire, mais ils y croient Mm. dur comme fer. Ouais. Mm. Un scientifique est sceptique. Alors le Ah. problème, c'est qu'il y a un bon scepticisme et il y a un mauvais scepticisme. D'accord. Mhm. Ouais, Le c'est bon ce que j'allais dire, scepticisme, c'est pas toujours. Oui. Hein. Ouais. C'est le scepticisme scientifique, c'est-à-dire on garde toujours en idée que on peut avoir effectivement des choses qui diffèrent de la théorie que l'on considère comme la meilleure théorie à un moment donné. Eh oui. D'accord. Mm. Mm. Alors pour l'instant, la relativité générale, qui a subi des milliers d'expériences, est toujours, alors ce qui est extraordinaire, parce que depuis plus d'un siècle, on a considérablement amélioré la précision des mesures. Mm. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de montrer avec 15 chiffres significatifs que certaines propriétés liées à la relativité sont vraies. Donc quelque part, si vous le démontrez avec cette précision, ça a beaucoup plus de poids qu'à 1% près, c'est vrai. Mm. D'accord. Mm. Et puis, il y a toujours effectivement ce fait que quand même un scientifique doit rester ouvert à effectivement quelque chose qu'il n'avait pas perçu ou qui n'était pas aussi bien modélisé que prévu, etc. Mm. Le mauvais scepticisme, c'est, je dirais, on nous cache tout, on nous dit rien. C'est-à-dire les gens se Ça me disent... rappelle quelque chose, ça, une Une chanson, chanson. oui. Oui, absolument, Oui, c'est pour ça que c'est je prends l'expression depuis la chanson. Bien Oui. évidemment. On ne cache pas. Et c'est clair que, si vous voulez, ça c'est un mauvais scepticisme parce qu'on doute de tout, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Eh oui, c'est D'accord. ça. Ouais. Alors, dans une démarche scientifique, qu'est-ce qui caractérise ça? Eh bien, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a le souci, il y a une éthique scientifique. C'est-à-dire que, si vous voulez quelque chose qui n'est pas éthique, c'est faire des expériences, manipuler les résultats pour écrire un papier qui, en fait, est basé sur de la fausse science. Mm. D'accord. Mm. Alors, ça a été fait. Il faut bien comprendre que les scientifiques sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Tous ne sont pas éthiques. Mm. Il y a certains qui ont été payés, même grassement, en particulier par l'industrie du sucre ou des graisses aux États-Unis, pour émettre des théories qui se sont avérées complètement truquées. Bien sûr. D'accord. Mm. Alors, en particulier, effectivement, c'était l'industrie du sucre qui voulait détourner l'attention sur les caractères néfastes de trop Ouais. consommer de sucre, qui a essayé de faire porter le blâme au gras. D'accord. Donc, ils ont comparé certains régimes, etc. Donc, il y a,
scientifique qui a été payé par cette industrie. Il ne l'a pas dit non plus à l'époque. Normalement, l'éthique, maintenant, de plus en plus, on dit, avez-vous des conflits d'intérêts, au moins que ce soit dit. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une attitude éthique, mais au moins, c'est clair que, par exemple, vous êtes payé par un labo pharmaceutique. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a comparé différents régimes, etc. Et alors, le régime méditerranéen, il l'a enlevé parce qu'elle allait complètement à l'inverse de ce qu'il voulait démontrer. Bien sûr. D'accord ? D'accord, ouais. Donc, ça, c'est une fraude. Alors, si vous voulez, la pratique scientifique, il y a un certain nombre de bonnes règles. Une, c'est que publier des résultats dans des revues scientifiques. Les revues sérieuses sont les revues qu'on appelle à comité de lecture. C'est-à-dire que vous avez un membre, par exemple sur la gravitation, de gens qui internationalement sont reconnus comme des spécialistes de cette question-là, sont typiquement 4 ou 5 ou 6. On envoie le papier qui est soumis à cela pour voir si effectivement, je dirais, le papier tient la route. Ou alors il y a des hypothèses qui sont complètement fausses, ou il y a un défaut de raisonnement, etc. C'est pas absolu, même ces gens-là peuvent se tromper, mais je dirais, en général, ils vont se tromper de bonne foi. Par contre, il y a plein de revues scientifiques parce qu'on gagne beaucoup d'argent avec des revues scientifiques. C'est sûr. Donc, il y a des milliers de revues. Il suffit de payer pour que votre papier soit publié. Mais clairement, si vous n'avez pas la revue par ses pairs, on peut être que très sceptique. Évidemment. Donc, malheureusement, ça se dégrade. Pourquoi ça se dégrade ? Parce que si vous voulez un scientifique, maintenant, avant, la science était largement payée par les États, etc. Maintenant, on veut que les scientifiques financent leurs recherches. D'accord ? Et donc, si vous financez quelque chose, en général, vous attendez quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le scientifique perd un peu sa liberté. D'accord ? Donc, le point, c'est qu'aussi, ça va jouer sur la carrière d'un scientifique. Parce que la carrière d'un scientifique est maintenant mesurée par le nombre de papiers qu'il a publiés et le nombre de fois où ce papier a été cité dans d'autres études. Alors, ça s'appelle, dans le jargon, le H index. H comme hôtel. D'accord ? Et donc, la carrière du scientifique va dépendre de ça. Donc, la tentation de truander un petit peu pour augmenter, avoir un meilleur index existe. Et, c'est dingue, ça. Et c'est vrai que si vous voulez, on se rend compte que le fait de demander aux scientifiques de se financer est très dangereux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de plus en plus de fraude. Il y a des grandes revues scientifiques qui ont effectivement dénoncé des papiers qui sont avérés truandés. Mais si vous voulez, le risque de pollution existe de plus en plus. Ouais, alors, c'est ça. Je dirais, si maintenant on se place de manière générale, pas forcément comme un scientifique, mais dans le monde actuel, on aime bien comprendre les choses. Mais à qui pouvez-vous vous fier ? Il faut un petit peu ce scepticisme. Vous verrez, par exemple, si vous allez sur Wikipédia, très souvent, vous avez un article et vous avez un commentaire en haut de l'article qui dit « Ce document ne cite pas suffisamment ses sources ». C'est-à-dire, vous avez des chiffres, des diagrammes, tout ce que vous voulez, et on ne sait pas d'où ça sort. Moi, personnellement, je commence à être sceptique. Oui, forcément. Voilà. La façon de le rédiger, c'est-à-dire qu'un scientifique va plutôt dire il semble très probable que. Un non-scientifique dit il est certain que. Il y a différent. Tout est là. Et ça me semble d'ailleurs un rôle que devrait jouer l'école, d'apprendre à trouver ces petits signes qui vous indiquent quel degré de certitude vous pouvez accorder à un document. Alors, on a tous des biais. Il faut le savoir. Vous avez des biais qui sont, par exemple, ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que plus vous pensez quelque chose, et si vous voyez que plein d'autres gens le pensent, ça vous renforce. À condition que la source ne soit pas elle-même biaisée. Et c'est le gros problème des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux, se regroupent et n'ont de nouvelles que de gens qui pensent essentiellement la même chose. Vous dites donc on est plein à penser ça. D'accord ? C'est un biais. Il y a effectivement plein d'autres biais. Il y a le biais de répétition. C'est-à-dire, si vous entendez quelque chose répéter encore et encore, vous dites ça doit être vrai. Ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Alors, un excellent exemple, les dernières élections américaines, Trump a répété des centaines de fois cette élection est truquée. Ouais. Bon, il a fait des procès. Et donc, effectivement, il y avait, je ne sais plus dans quel état, peu importe, le juge qui dit
de répéter en boucle que l'élection est truquée, ça ne prouve pas qu'elle l'est. Mmh. Quels sont les faits que vous Mm. pouvez apporter qui soutiennent votre thèse? Bien Mm. sûr. D'accord. Le juge n'est pas un scientifique, mais il avait dans ce domaine-là une démarche scientifique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fait, et en gros, il a perdu tous ses procès, Trump. Ah oui. Mm. Mais le fait d'avoir répété encore et encore fait que plus de la moitié de à peu près la moitié de son électorat continue de penser que l'élection est truquée. Ouais. Moi, ça me fait Et penser à quelque chose. C'est pas parce que la majorité semble avoir raison qu'elle a raison. Et tout Ouais. à Tu fait, vois. absolument. Et ça me fait aussi penser, Bernard, quand on parle de sceptique, tu te souviens, Claudine, quand on a fait les 4 accords Toltec. Ouais. Et il y a le 5e accord Toltec qui dit restez sceptique. Ouais. Tout à fait. Voilà, et rester sceptique, c'est-à-dire écouter aussi ce que Voilà. dit l'autre. Hein. Voilà. Quand on est dans son Ouais. monde, on a l'impression qu'on a la vérité. Mhm. Et en fait, rester sceptique, c'est le 5e accord Toltec qui dit écoute l'autre, va voir, peut-être qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Alors, merci Exactement. parce que tu as introduit exactement ce dont Ah bah, je voulais voilà. parler. Bah, tu vois. Mais Si c'est- vous voulez, il y a le biais idéologique ou de croyance. Mm. D'accord. Eh oui. Si vous croyez que la Terre, les animaux, etc., ont été créés par Dieu il y a 6000 ans, Mm. vous n'êtes pas prêt à croire Darwin. Eh ben oui. Mm. Mm. Bon, ça s'appelle les créationnistes. Hein. C'est ça, Et ouais. Ouais. En particulier aux États-Unis, c'est un tiers de la population. Mm. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, comment s'y retrouver dans tout ça? Eh bien, je dirais, il y a un petit peu d'hygiène intellectuelle. Par exemple, sur des questions politiques, je lis des articles de journaux qui ne sont pas du tout de mon bord politique. Mais, effectivement, peut-être qu'ils ont un argument qui n'est pas si idiot que ça. D'accord? Ça veut dire que le fait de vous faire ça, ça vous force quand même à réfléchir, de remettre en question. Mhm. Et en quoi, effectivement, parce que vous pouvez légitimement vous poser la question, bon, c'est très intéressant ce que dit Bernard sur les théories scientifiques, mais qu'est-ce que ça a à faire avec le bien-être? Eh bien, beaucoup de choses. Parce que si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le bien-être? Il y avait une étude qui a été réalisée sur 80 ans aux États-Unis. Donc, on a observé la vie entière de plusieurs milliers de personnes pour déterminer qu'est-ce qui fait que les gens estiment avoir vécu une belle vie ou pas. Et quelles que soient les classes sociales, riches, pauvres, etc., il y avait quand même quelque chose d'intangible, c'est que tous ceux qui pensaient avoir vécu une belle vie sont des gens qui avaient eu des rapports sociaux intenses et réels et confiants. Mm. Ah, joli. Ouais, c'est bien Et donc, dit, hein. si vous voulez, le fait dans la société actuelle, c'est pour ça que j'en parle, où on se jette l'anathème, si vous voulez, on ne veut plus écouter l'autre. Mm. À partir du moment où on ne s'écoute plus, on crée un monde Eh où oui, effectivement, les autres qui ne pensent pas comme vous sont des ennemis. c'est Voilà. ça, exactement. C'est c'est ça, ce qu'avait hein, dit c'est Biden, dramatique, d'ailleurs. mais c'est ça. Il dit, hein. C'est ça, ouais. Les républicains ne sont pas des ennemis des démocrates. Ce sont des Américains qui pensent un peu différemment. Eh oui, Mm. c'est Mais ça. vous respectez leur qualité d'être humain, Mm. vous êtes prêt à les écouter. Mhm. Mm. Et le fait de s'écouter change radicalement parce que c'est ce qui va faire que vous avez des rapports de confiance, vous avez des rapports riches, vous avez des rapports où vous n'avez pas plein d'a priori avec les autres. Mm. Et c'est Mm. ça qui va rendre heureux. Eh ben oui. D'accord. Et oui, c'est là où il y a. C'est-à-dire comme que on- vous voyez on en disait qu'effectivement, aussi. en oui. discutant de la vérité, il faut aussi discuter de notre rapport à la vérité et donc effectivement comment on se comporte avec des gens qui pensent différemment. C'est ça. comme ça, comme on Malheureusement, disait, oui. qu'on grandit. Ah oui. Exactement, Mm. et tout à fait. Oui. Malheureusement, les réseaux sociaux qui en soi peuvent être un outil fabuleux pour partager des idées sont devenus, là encore, un côté créatif et un côté destructeur de confirmer les gens dans leurs idées et surtout, ils ne veulent rien entendre d'autre. Mm. Eh oui. D'accord. Mm. Et ça, Personne n'a la science c'est- infuse. non. ça crée un monde dans lequel il n'est pas du tout agréable de vivre. Eh ben, le monde actuel, hein, je pense. Et le monde où, actuel, malheureusement, on fait ressemble bien beaucoup à ça. partie. Hein, ouais. Et ça augmente. Malheureusement, cette Et de plus en technologie plus. qui aurait pu être un outil de communication Ouais. s'avère majoritairement un outil de séparation. Chacun se bunkérise dans ses idées. Et ça, c'est vraiment l'excellente recette pour vivre malheureux. Donc, Tout à fait. restons sceptiques alors, hein, Bernard. Alors, restons Eh ben, ça, alors franchement, c'est un super mot de la fin. Voilà. On va devoir malheureusement déjà se quitter parce Mm. que le temps passe très vite avec Bernard. Hein. Il est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire et le sujet est tellement passionnant que on n'a même pas fait énormément de pauses d'ailleurs, hein, Oui. parce qu'il y aurait encore Voilà. plein Donc de vous voyez choses à qu'effectivement, dire. en partant de la démarche scientifique, on arrive à des choses qui connectent directement au bien-être. Ah oui. Voilà. Merci Eh Bernard. bien, merci Bernard de Merci. nous avoir vraiment intéressés, Nous emmenés. passionnés, et de nous avoir encore une fois emmenés dans les étoiles cette fois. Ouais.
La semaine dernière, c'était dans l'univers, là, c'était vraiment dans les étoiles. Et donc, on va se dire au revoir. On va souhaiter une très belle fin de semaine à tous nos auditeurs et auditrices. Ouais, et puis on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt. Donc, bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Merci.